Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Le peuple chinois est une grande famille composée de 56 ethnies. Lors de l'établissement de la République populaire de Chine, le pays a défini des politiques spécifiques pour mieux gérer les relations entre les différentes ethnies. Aujourd'hui, comment la Chine gère-t-elle les nouveaux défis liés à la question des minorités? Et nous allons en parler durant la première partie de notre émission. Et récemment, un étudiant camerounais a pu correspondre par lettre avec le président chinois Xi Jinping. Comment s'est déroulée cette histoire? Nous allons le découvrir dans la seconde partie de notre émission. Alors, dans la première partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur du Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État de Chine, et par visioconférence, M. Guan Kai, président de l'Institut de minorités ethniques du Yunnan, avec qui nous allons parler des questions des minorités. Alors, on voit que à l'heure de la fondation de la République, M. Ding Yifan, la Chine a mis en place son propre système de gestion pour les minorités ethniques. Pouvez-vous nous parler un peu du contexte historique de cette politique et comment cette politique a été mise en place après, concrètement? En fait, parlant, par exemple, des politiques minoritaires ou parlant des politiques du gouvernement central vis-à-vis des minorités ethniques, c'est une longue histoire. Parce que la Chine a été toujours un pays centralisé et avec des composants de différentes ethnies. Et donc, même sous l'Empire de Chine, les différentes dynasties, dans l'histoire de la Chine, nous avons eu deux dynasties qui ont été créées et gérées par ce qu'on appelle des groupes ethniques différents de la grande majorité de Chinois. C'est la dynastie des Yuan, donc gérée par les Mongols. Donc les Mongols sont considérés comme un groupe ethnique important dans l'histoire de Chine. Et la dernière dynastie, la dynastie Qing, est aussi gérée par un groupe ethnique minoritaire qui s'appelle Manchu. Donc c'est différent. Donc, au moment de la création de la première République, la République de Chine, en 1911, à l'époque, dans la Constitution et les principes, la gestion des questions minoritaires ou des questions des minorités ethniques était comprise comme une priorité de la nation. Et à l'époque, on parlait principalement de 5 groupes ethniques. Par la suite, lorsque la République populaire de Chine a été fondée en 1949, on a fait remarquer que finalement en Chine, il y a beaucoup plus de groupes ethniques que les 5. Donc on a pris en compte les petites minorités ethniques reculées dans les grandes montagnes, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte 56 groupes ethniques. En tout cas, c'est très nombreux. Au cours de l'histoire de Chine, il y a eu des évolutions de politique du gouvernement central vis-à-vis de ces minorités. Et sous la République populaire de Chine, les minorités bénéficient des avantages, ce qu'on appelle en anglais. Aux États-Unis, ils avaient appliqué une espèce de confirmative action, c'est-à-dire vis-à-vis des minorités ethniques, il y avait des politiques plutôt favorables en termes de l'éducation, etc. En Chine aussi, en termes de développement, des politiques de crédit favorables, en termes de développement, en termes de l'éducation, ils bénéficient des critères moins exigeants, plus souples, etc. Tout cela, ce sont des mesures de politique publique prises en faveur de l'encouragement du développement des groupes ethniques minoritaires. Et en plus, en Chine, il y a une particularité, c'est que l'enseignement des langues était double. Il y a un enseignement en chinois, donc Chinois mandarin. Le chinois mandarin, ça veut dire langue officielle, mais il y a aussi l'enseignement de leur langue minoritaire, de leur propre. En Mongolie intérieure, donc le mongol est enseigné en tant que langue de littérature, langue officielle, etc. Seules les sciences
la physique, la chimie, etc., les mathématiques, tout cela, les disciplines scientifiques sont enseignées en chinois, de même au Xinjiang. Donc, il n'y a pas que les Ouïghours au Xinjiang, d'ailleurs. Il faudrait expliquer que là, parce Il y a que beaucoup de minorités c'est ethniques ça, à Xinjiang, oui. au Xinjiang, il y a plusieurs minorités, donc l'enseignement se fait non seulement en mandarin, en chinois officiel, mais aussi en ouïghour, en hazak, en d'autres langues minoritaires. Selon leur groupe ethnique, Oui. l'enseignement est très diversifié au Xinjiang. De même au Tibet et dans le Yunnan. Dans le Yunnan, il y a encore plus de groupes ethniques minoritaires. Il y a une vingtaine, une trentaine de minorités nationales. Et là, l'enseignement est très diversifié. Alors, vous avez mentionné de Yunnan, justement, on a aujourd'hui par visioconférence professeur Guan Kai, qui est président de l'Institut des minorités ethniques du Yunnan. En fait, Monsieur Guan Kai, on va parler justement de la province du Yunnan, qui est une province très peuplée en minorités ethniques. Alors, pouvez-vous nous décrire la situation actuelle des minorités ethniques du Yunnan en termes de développement, comment ils ont pu bénéficier ou tirer l'avantage de la croissance générale de la Chine? Actually, Yunnan is a very diversified both biologically and culturally. It's probably the most diversified region in China. Many ethnic groups live there for generations. Their lifestyle was kept until mid-90s, just after New China was founded. As we know, the ultimate goal of communism is social equality. So since the very beginning, to help minority areas develop is an important mission of the state. So to modernize the minority areas, the state has to mobilize nationwide forces. It did not only refer to invest material resources, but also means to reshape the society, to establish national education system, medical care services, communication networks, and so on. Eventually, local ethnic minorities' living standards have been significantly improved, and the new generations are fit into industrial life. It could be regarded as a historic miracle because at that time, China state was also very poor at that time. Actually, many minority people in Yunnan did not successfully get rid of poverty until today and live a better life right now. In this regard, Yunnan is a very significant case of ethnic policy practice in China. For instance, there is a term that only exists in Chinese ethnic studies. We call the directly entering socialism ethnic groups in Chinese 直过民族. In fact, this term was originally produced in Yunnan, in some mountain communities until 1950s. Those minority people still kept their traditional way of life. And according to Marxist thesis, they were still at the stage of primitive or slavish, not even a feudal one. Because they didn't have a stabilized agricultural production method. When the state let those people to change, the entire community directly transformed from primitive society to a socialistic one, similar at the other parts of China. That's the history. And today, after 70 years development, today if we go to Yunnan countryside, we can easily see that the significance of the ethnic policies in modern generation ethnic minority, youth,
kept both modern and traditional features. And previous gaps no longer exist. Yunnan's unique climate, geographic features, and agricultural techniques, cultures are becoming economic potentials. So when transportation and communication are improved, ordinary staffs quickly become competent products like coffee, tea, fruits, and poultry. They are all big industries right now. Et dans vos thèses universitaires, vous faites souvent référence au concept d'équilibre social. Et dans la province de Yunnan, vous considérez qu'il existe une forte corrélation entre équilibre social et amélioration des conditions de vie. Donc, selon vous, comment est-on parvenu à améliorer l'équilibre social à Yunnan? Social equilibrium is a term of sociology. It means that when no one in a society wants to leave or change their behaviors, a social balance is reached. The first thing is, Yunnan is mountainous, and Yunnan people are mostly mountain people, right? So there are almost no heavy industry in history. Such kind of situation helped to avoid some side effects of industrialization. The second thing is, Yunnan has many cultures. It is very inclusive culturally. And as a famous Chinese sociologist Fei Xiaotong said, he used to describe such kind of situation as achieving one's goal, youth, and lending a hand to consummate others. So the core of the goals is having a life. Actually, everyone wants this life. When everyone has it, the society will then be harmonious and inclusive. This is a local lifestyle of Yunnan, and I think it's a very expansive experience of Yunnan's development. They seem to be, sometimes maybe you can see Yunnan people seem to be slow-paced, but there's a social balance behind it. We must pay attention to this. Alors, merci beaucoup, professeur Guang Kai, pour vos précisions. Alors, on va retourner sur notre plateau. Monsieur Ding Yifan, pour le moment, quels sont les nouveaux défis aujourd'hui pour la gestion des minorités ethniques pour la Chine? En fait, oui, la difficulté de gestion des régions, ou des régions de groupes ethniques minoritaires, etc., est devenue un peu plus compliqué parce qu'avec la mondialisation, de plus en plus de forces extérieures essaient d'intervenir en Chine par le biais des groupes ethniques minoritaires. Nous avons assisté à une interférence, souvent par exemple par des puissances étrangères, soi-disant qui veulent protéger par exemple le droit de l'homme dans des régions minoritaires en Chine. Et ceci, ils pensent que par cela, ils pourraient créer des tensions et des conflits entre les différents groupes ethniques en Chine même. Mais c'est une tradition de la gestion de l'Empire. Il ne faut pas oublier que cette tradition d'intervenir dans d'autres pays, dans le conflit entre les groupes ethniques, date de la période de colonisation. L'empire anglais était géré comme ça. Les Anglais géraient leur vaste empire en faisant intervenir des conflits entre les différents groupes ethniques. Divide and rule. C'était la règle de la gestion des empires. Et d'ailleurs, lorsque, avec le mouvement de décolonisation, les anciennes colonies britanniques ou françaises se sont devenues des pays indépendants,
Eh bien, les anciens colonisateurs ont essayé d'utiliser ces conflits entre les groupes ethniques pour créer de nouvelles tensions. C'est ce qui était passé entre, par exemple, l'Inde et le Pakistan. Les séquelles historiques ont été laissées par la décolonisation guidée par les Anglais dans la région. En Birmanie, aujourd'hui, les problèmes, les conflits et les frictions éternelles entre les groupes ethniques sont dus aussi à la colonisation britannique. Et tout cela aussi. Donc, ils sont habitués à ce genre de choses. Et aujourd'hui, ils veulent encore profiter de leur habile technique de manipulation des groupes ethniques pour intervenir aussi dans des régions où il y a beaucoup de groupes ethniques minoritaires, comme le Xinjiang. Alors, je vous remercie, M. Denifan, pour vos commentaires. Alors, on va marquer une petite pause et puis on va s'enchaîner avec la seconde partie de notre émission. Merci de nous retrouver. Récemment, un étudiant camerounais qui suit les cours de l'Université de Beijing a pu correspondre par lettre avec le président chinois Xi Jinping. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir par visioconférence dans notre émission. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu ce qui se passe. En tout, j'ai initié 2 lettres au président Xi Jinping, et la première représentant les étudiants de l'Université de Pékin et la seconde représentant le collectif des jeunes étrangers étudiants travaillant et vivant en Chine, respectivement en mai et en juillet dernier. Alors, il m'est venu à l'esprit d'écrire au président Xi Jinping dans une première lettre, suite aux multiples événements que nous avons eu à vivre en Chine, ou alors aux événements dont nous avons été témoins, donc le 70e anniversaire de la République populaire de Chine, le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, l'éradication de la pauvreté extrême, bien entendu, et aussi la rigueur dans la gestion des mécanismes de lutte contre le Covid-19. Et aussi, il était question pour nous de partager nos points de vue sur la coopération de la Chine avec nos différents pays. Alors, pour la seconde lettre, après avoir participé à de multiples excursions dans 6 régions chinoises organisées par le Centre chinois pour la globalisation, qui est un think tank, il m'est encore venu en idée, bien sûr, en partenariat avec un collègue américain, de partager une fois de plus ces expériences avec le président Xi Jinping et aussi élaborant sur les différents défis auxquels les jeunes étrangers et chinois font face en termes d'échanges ou d'entente mutuelle et de clichés. Alors, vous avez reçu 2 fois la réponse aussi. Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans la réponse du président et surtout, quel effet a eu cette lettre sur les étudiants étrangers de l'Université de Beijing et les délégués du projet Dialogue mondial des jeunes leaders, comme vous avez mentionné tout à l'heure? Déjà, il faut souligner que le président Xi Jinping a un agenda très chargé et avec un agenda comme le sien, et en plus de la préparation du centenaire du parti, il a eu le temps de répondre à nos 2 correspondances, et cela nous montre qu'il accorde une grande importance à la vie ou à l'expérience des étrangers vivant et étudiant en Chine. Il a bien pris le temps de répondre à toutes nos préoccupations énoncées dans les lettres, entre autres des paroles de sagesse et d'adage chinois très inspirants qui en disent beaucoup sur la culture et l'éthique chinoise, tout en éduquant par la même occasion. Donc voilà. En fait, vous avez dit tout à l'heure que vous avez voyagé un peu partout en Chine et vous avez partagé cette expérience avec le président. Et je sais qu'il y avait une fois, vous avez eu l'occasion de vous mettre vraiment dans la peau d'un responsable de village. Et dans la réponse du président, il vous a répondu par ce proverbe chinois: il vaut mieux voir une fois de ses propres yeux que t'entendre parler 100 fois. Donc dites-nous un peu, quand vous voyagez, quand vous êtes dans les villages, quand vous étiez dans la peau d'un responsable de village, qu'est-ce que c'est cette expérience? Comment est-ce que c'est un peu un choc par rapport à ce que vous avez entendu parler, ou est-ce que par rapport à ce que vous avez vu? Oui, voilà. Tout à fait, tout à fait. Déjà, pour ma part, ce terme implique beaucoup de recherches, beaucoup d'excursions, et dans laquelle le président Xi Jinping, il nous encourage à multiplier des voyages à travers la Chine, découvrir les cultures et les particularités chinoises et la vraie Chine en fait.
Vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité d'être assistant d'un cadre de base dans un village à Shanxi où j'ai pu m'enquérir du fonctionnement de la Chine, laquelle connaissance je n'avais pas forcément avant. Donc j'ai pu découvrir en assistant au chef de village des aspects inédits de la Chine qui étaient encore inconnus de moi. Et je suppose aussi de la plupart des jeunes étrangers vivant en Chine qui se confinent dans les limites de leur bureau ou de leurs établissements. Alors, j'ai pu voir à travers cette expérience la proximité des cadres des villages et des villageois. Ils sont presque comme des amis où les cadres, ils maîtrisent toutes les informations qui sont attachées aux villageois. Ils maîtrisent toutes les préoccupations des villageois et ils façonnent des politiques de manière très précise qui répondent aux préoccupations. C'est ça qui m'a un peu beaucoup marqué, cette proximité entre les cadres et les villageois. J'ai eu le temps de l'expérimenter en assistant au chef de village. Donc c'est un peu différent que ce que vous avez entendu parler ou ce que vous avez imaginé, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, et dans la première lettre, vous avez mentionné la pandémie de Covid-19 et vous êtes resté en Chine tout au long de cette pandémie. Comment s'est déroulée cette expérience pour vous? Eh bien, nous avons vu durant la crise Covid, nous avons vu la Chine déployer l'ensemble de son puissant arsenal technologique pour combattre la pandémie mortelle, par exemple le QR code, pour contrôler l'état de santé des citoyens. Et nous avons vu la Chine faire appel aux géants du digital Alibaba et Tencent pour développer des systèmes de QR code avec différentes couleurs afin de suivre l'état de santé des habitants avec précision dans tout le pays. Et bien sûr, nous ne pouvons ne pas mentionner le véritable balai de pelleteuses, le fourmillement d'ouvriers en un compte à rebours très serré l'année dernière, suite à quoi la Chine a accompli une prouesse en pleine épidémie. Je fais référence là à la construction de 2 hôpitaux de fortune en une dizaine de jours seulement, pouvant accueillir plus de 1000 patients pour chacun des hôpitaux à Wuhan. Et nous avons aussi le port de masques obligatoire en lieu public et des campagnes de stérilisation, etc. En bref, nous avons vu une coordination de haut niveau, une efficacité et rigueur. En un point douté, bien sûr, en tant que représentant des étudiants étrangers vivant en Chine, nous avons également pris part à la lutte du Covid-19, ayant choisi de ne pas rentrer en terre natale. Et nous avons participé en tant que volontaires, assistant les autorités locales dans leur tâche quotidienne de stérilisation et de sensibilisation. Alors, on voit que dans sa réponse à la première lettre, le président chinois a émis le souhait que les étudiants à l'université de Beijing fassent partager leurs expériences et leurs connaissances en Chine au plus grand nombre possible de personnes afin de promouvoir activement la compréhension entre les peuples. En fait, pour vous, parce que vous êtes en contact avec des étrangers et des Chinois, donc selon vous, comment on peut faire aujourd'hui pour avoir une vraie meilleure compréhension entre les peuples? Bien, tel que le président Xi Jinping l'a mentionné dans notre lettre, je vais le citer, l'amitié entre les peuples est la base du rapprochement entre États. Donc, il nous incite à être des ponts, à constituer des véritables ponts, des liens entre différentes cultures. Et ce n'est qu'après cette construction, après l'établissement de ces liens très solides, et après je vais dire, dialogue entre civilisations, nous pouvons approfondir la coopération entre les peuples et la coopération culturelle dans divers domaines variés. Et c'est cette compréhension mutuelle, et c'est ce respect mutuel, et c'est cette confiance mutuelle à travers les échanges entre nos civilisations, coexistence, qui aboutira à ce que le président Xi a encore fait mention de construire une communauté de destin pour l'humanité. Donc je pense que nous jeunes, nous sommes des ponts. Nous véhiculons nos cultures et en même temps, nous apprenons de la Chine pour partager avec nos cultures.
En fait, j'ai une question parce que vous êtes jeune, vous êtes étudiant et aujourd'hui on voit que le réseau social il joue un rôle important dans notre monde et à la fois il rapproche les gens, mais en même temps il est facile de façonner des informations sur Internet. Donc quel est votre point de vue en tant qu'étranger parce que vous vivez en Chine, vous pouvez voir aussi les informations circulant sur Internet, sur la Chine. Donc, pensez-vous que ça constitue un nouveau défi pour avoir une meilleure compréhension entre les peuples? Tout à fait, parce que il vaut mieux ne pas être tenté de croire tout ce qui véhicule dans les réseaux sociaux. Ça, nous retombons dans le message du président Xi qui nous exhorte à avoir des expériences personnelles de la Chine. Donc, je pense que à travers les réseaux sociaux, nous pouvons avoir une image de la Chine, mais la vraie image de la Chine. Nous sommes ici en tant que pont. L'image que nous devons véhiculer, l'image que nous devons promouvoir est celle de la véritable Chine, est celle de la véritable coopération. Parce que en tant qu'étudiants, en tant que jeunes vivant en Chine, nous sommes ici pour apprendre de la Chine. Nous sommes ici pour véhiculer aussi des informations à propos de notre culture. Nous sommes ici pour aussi partager notre culture avec la Chine en quelque sorte. Et cela ne peut être fait qu'avec des expériences personnelles. Donc vous mettez beaucoup d'accent sur les expériences personnelles et enfin, je pense vous encouragez aussi à nos téléspectateurs qui nous regardent de venir vraiment en Chine pour découvrir. Alors, je sais que dans la réponse de la deuxième lettre, surtout concernant le projet Dialogue mondial des jeunes leaders, le président chinois a mentionné la capacité de rêver était indissociable de la jeunesse. Donc, en tant que jeune, vous vivez en Chine aujourd'hui, quel est votre rêve à vous et quel rôle pensez-vous que les jeunes peuvent-ils jouer aujourd'hui dans un monde très mondialisé, si on veut le dire? Eh bien sûr que j'ai un idéal, j'ai un rêve qui est de promouvoir la culture, qui est de promouvoir la coopération internationale, qui est de promouvoir le dialogue international. Et ceci est étroitement lié aux diverses expériences accumulées en Chine, pour le cas d'espèce, et dans mon pays d'origine, le Cameroun. Et pour votre deuxième question, nous pouvons voir de manière générale que les jeunes, ils ne sont plus seulement des bénéficiaires de la coopération internationale ou de la coopération entre les pays, mais ils en portent le flambeau. Parce que nous avons dans le monde entier 1,8 milliard de jeunes. Et en Afrique, par exemple, je viens, 60% des personnes aussi autour de l'âge de 25 ans. Donc, un tel potentiel est certainement très bénéfique pour la coopération internationale, en ceci que les jeunes constituent un pont entre la culture et celle étrangère. Et il est question d'échanger, d'apprendre l'un de l'autre et de resserrer les liens de coopération à partir de la base pour construire une communauté de destin pour l'humanité qui, il faut également le souligner, revient à privilégier la recherche des intérêts communs de toute l'humanité et la sauvegarde de l'écosystème. Et nous pouvons, et de la sorte, en fait, que nous pourrions mieux et de manière durable faire face aux défis d'envergure internationale et mondiale, tels que nous avons la crise, par exemple, du Covid-19 ou alors les crises à venir de pandémie, la réduction de la pauvreté extrême et les changements climatiques. Cette coopération entre les jeunes, ce dialogue entre les jeunes pourra, de manière durable, nous équiper à faire face aux challenges à venir. Je vous remercie, Olivier, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Tout le plaisir est pour moi. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.